L'état d'esprit de gagnant, ça se cultive. Et le stress ne doit pas pouvoir faire partir l'état d'esprit de gagnant. Quand on veut quelque chose, il faut se battre pour ça. 60 entreprises naissent tous les jours en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout de 3 mois, c'est la chute libre pour beaucoup d'entre elles et quelques-unes seulement arrivent à se maintenir à flot. Pour aider ces entrepreneurs à continuer leur activité et à développer leur business, Life TV et Mansa Bank ont initié le programme Jeune Mansa pour promouvoir l'entrepreneuriat, coacher et financer des projets viables. Mais quand on veut un financement, il faut le mériter. Un nouveau jour s'ouvre sur la Villa Mansa. Souvenez-vous, la semaine dernière, 9 entreprises ont été sélectionnées pour tenter de gagner un financement allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. Mais après leur premier pitch devant nos 3 sévères membres du jury, l'une de ces entreprises, en l'occurrence Watt Energy, a quitté l'aventure. Qu'avons-nous réservé aux candidats pour cette deuxième étape? D'après mes notes, pour cet épisode, nos entrepreneurs bénéficieront de 2 jours de masterclass animés par des experts issus des centres de gestion agréés de la CDEAO, mais aussi par des représentants de Mansa Bank, du groupe Vaudou et de l'agence Influence. Ah ça, c'est pas de la rigolade. Au programme des modules du jour, finance, marketing, leadership. Je voudrais d'abord vous féliciter parce que vos idées projets ont été retenues parmi un certain nombre et la sélection a été faite par un des grands cabinets qui font partie des 5 premiers cabinets au monde. Aujourd'hui, il s'agit d'habiller votre projet, de transformer ce projet en ce qu'on appelle plan d'affaires ou business plan. La salle de présentation de la Villa Mansa a pris des allures de salle de classe. La voix tient à informer les téléspectateurs de l'absence de Mr Bio de Eden Commodities. Pour des raisons familiales, notre candidat a dû abandonner la conquête du trône. Nous lui souhaitons bon vent et nous continuons avec nos 8 entreprises encore en lice. Allez, c'est parti avec le premier intervenant, Jacob Amematekpo, du centre de gestion agréé par la CDEAO Amtech, un centre qui appuie et encadre les PME dans la structuration de leurs projets. Comment concevoir un plan d'affaires gagnant? Un entrepreneur doit être positif, quelles que soient les circonstances. Donc, il n'y a pas d'échec. Tout est apprentissage. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Le produit existe, certes. Le service existe, certes. Mais qu'est-ce que j'apporte de plus? La banque peut demander des garanties. C'est ce qui manque aux PME. Mais il y a des organismes qui sont là, qui ont été créés au plan africain, au plan domestique, pour pallier à ce problème-là. Au plan africain, je vous ai parlé de AGF, où moi-même je suis administrateur et président du comité de garantie. Je peux vous parler du FSA, Fonds de solidarité africain, qui est basé à Niamey. Je peux vous parler du FAGAS, par exemple Oiko Credit, il y a plein de garanties. Et au plan domestique, il y a le fonds de garantie des PME qui a été mis en place. Et pour avoir accès à ce fonds de garantie des PME, il faut passer par les SAE, structures d'appui et d'encadrement. C'est notre rôle. Comment structurer son business plan? Les éléments qui font office de garantie pour les banques? Autant de tips et de conseils que prodigue notre expert en finance, Jacob Amematekpo. Vous donnez un business plan, on démonte le business plan et on le remonte au goût des banques et établissements financiers. Il y a ce travail de fourmi là qui doit être fait. Beaucoup ont des idées. Ils disent « Ah non, mais j'ai une idée merveilleuse ». Maintenant, on dit qu'il faut traduire ça en chiffres. C'est là qu'ils sont bloqués. Parce que c'est un travail de fourmi. Hein. Mais nous, on aide à faire ça. On n'avait pas forcément la meilleure méthode pour trouver des financements. Mais je pense que là, avec la formation qu'on a eue, on va réorienter cette façon de travailler-là pour rentrer dans ce canevas.
Il y a toute une panoplie de solutions pour démarrer une entreprise sans dépenser beaucoup d'argent dans un premier temps. Nous avons constaté beaucoup de choses qui manquent, notamment au niveau de la traçabilité même de notre compte. Voilà, parce que les formateurs ont insisté là-dessus. Au niveau même de tous les outils qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir des financements, nous étions ignorants. Malgré les fonds de garantie dont on parle, beaucoup de banques vont préférer des cautions hypothécaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sûretés réelles. Sûretés réelles, il y en a deux, c'est le cash et c'est les murs ou la terre. Nous, notre but, c'est de vous expliquer comment le système fonctionne. Et à partir de là, vous devez vous ajuster et travailler avec le système et non vous plaindre contre le système. Le business plan, ce n'est pas différent de votre marchandise sur des rayons au supermarché. Quand on voit, ça doit être du chocolat. Tu achètes, mais après tu te dis, mais pourquoi je vais acheter? Tu as déjà acheté parce que c'était bien emballé. Le business plan, c'est exactement la même chose que vous présentez à la banque. Quand la banque lit votre business plan, elle doit être accrochée. Et ce projet-là, il est magnifique. Pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes, on a toujours besoin de quelque chose comme ça, de ce genre de formation, et ça a été vraiment bénéfique pour nous. Ce qui leur manque, et ce que nous avons visiblement vu, c'est de concevoir un business plan gagnant. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon faire un habillage des idées qu'ils ont en business plan. La garantie, c'est le dernier élément, c'est l'élément de confort. Pour l'entrepreneur, son projet est sûr à 100%, mais en toute chose, il y a un risque. L'argent n'appartient pas à la banque, l'argent appartient à des déposants. Donc la banque, avant de prêter cet argent-là à quiconque, doit s'assurer du remboursement. Il faut connaître ses concurrents, savoir ce que ses concurrents proposent, savoir quelle est la nature du produit. Est-ce que vous avez il y a une quelconque différenciation? Est-ce qu'il y a un produit de substitution? Est-ce que c'est un bien qui est demandé? Si oui, quelle est l'évidence qu'il y a à la demande? Parce que dans tout ce que vous devez faire, il y a une analyse sectorielle. Peut-être on ne va pas aller aussi loin que ça, mais c'est d'avoir juste quelques données qui permettent de soutenir les hypothèses que vous avez émises dans votre business plan. Parce qu'in fine, quand on n'a pas de garantie, c'est la fiabilité qui parle. D'aucuns vont penser que c'est un problème de garantie parce que pour eux, leur dit les sécuriser à 100%, mais tout ce dont on a parlé derrière, ça ne tient pas. Donc il faut prendre en compte vraiment tous ces facteurs-là, être le plus conservatif possible. Parce que quand vous allez nous apporter vos chiffres ou bien vos prévisions financières, nous, on va les stresser derrière. Ah mais tiens, bon, essayons de voir. Mettons, on va prendre peut-être trois acteurs du même secteur. On va comparer leurs chiffres aux vôtres. Et on va voir que c'est surestimé. Et quand on descend juste un peu, c'est compliqué. Vous êtes 9, il y a une seule personne qui va s'asseoir sur ce trône. Il faut que cette personne se différencie. Et pour la banque, il va s'agir d'étudier tout ce qui est hypothèse, qui sous-tend le schéma de revenus qui nous a été présenté. Donc le pricing, ça passe par la stratégie commerciale. Comment est-ce que les prix ont été déterminés? Quelles sont les charges afférentes? On va comparer toutes ces données-là à celles des compétiteurs et voir quel est l'écart en fait, qu'on constate. Si on est dans la même tendance, dans la même évolution, on sent bien que on est dans la réalité. Parce que ce à quoi on fait face la plupart du temps, c'est des chiffres un peu surréalistes. On savait déjà le business plan de base, comment il était constitué et tout. Mais on a appris aujourd'hui qu'il y avait des petites techniques, des petits trucs qu'il fallait mettre et placer pour pouvoir être bancable. Donc je ressors gagnant de cette journée-là parce que j'ai appris quelque chose professionnellement et puis bon, ça va et je suis content. Selon vous, pourquoi est-ce que malgré tous ces outils, malgré tout ce qu'on peut avoir, les banquiers ne veulent pas vous accompagner? Il y a certes la garantie, mais moi je dirais plutôt structuration. Et puis surtout, ils ne savent pas les mécanismes qui sont en place pour eux, pour les PME, pour les accompagner à obtenir un financement de façon éligible. Tout ce que vous avez dit se résume en ce point-là. Il y a un problème de confiance entre donc, le porteur du projet, le demandeur donc, du financement et la banque. Et comment réduire, on va dire, ces écarts de compréhension et autres? La grande richesse est dans le BP. On sait qu'on a affaire à des startups. La garantie pour une start-up, ce n'est pas le volet le plus important. Tout ce qui peut décourager les banquiers, il faut les énumérer, il faut les noter et avoir une réponse à chaque point.
Chers entrepreneurs, vous l'avez compris, tout ce qui est susceptible d'aller mal dans l'exécution de votre projet doit être porté à la connaissance de votre banquier. Si ce n'est pas ça, instaurer la confiance, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui fait défaut aux entrepreneurs en fait ivoiriens? L'un des premiers facteurs qui fait défaut, c'est le manque de réalisme, ou je dirais en fait le taux de confiance en soi. Les banquiers aiment bien une loi en fait qui s'appelle la loi d'Hofstede, qui dit qu'en tout projet qui est amené à se prendre sur le moyen et long terme, tout ce qui est susceptible d'aller mal peut aller mal en fait. Et ce que les entrepreneurs oublient souvent de prendre en compte, c'est que le projet peut être en fait viable, peut être solvable à première vue, mais n'intègre pas tout ce qui est composante en fait qui est susceptible de mettre ce projet à mal. Les experts dépêchés par Mansa Bank ont quant à eux rassuré nos jeunes entrepreneurs en insistant sur l'importance de la confiance entre les deux parties et de la fiabilité du projet. Rappelons-le, nos 8 candidats en lice sont passés au filtre du célèbre cabinet Deloitte et méritent donc leur place au sein de la Villa Mansa. Bonjour! Dans la Villa Mansa, un jour nouveau commence et l'apprentissage est toujours de mise pour nos entrepreneurs. Cette journée de formation sera axée sur le marketing et la communication avec un soupçon de développement personnel. Les différentes masterclass seront assurées par M. Agara Yao, directeur du pôle études et intelligence marketing du groupe Vaudou, et Dame Komwe Traoré Fatou, consultante en marketing de l'agence Influence. En tant qu'entrepreneur, en tant que manager de votre entreprise, ne va pas être forcément lié aux connaissances que vous avez. Ce n'est pas forcément celui qui sait le plus qui est le patron, mais c'est vraiment celui qui est capable de prendre les décisions quand il faut, de trancher, de diriger la vision, c'est lui qui est le patron, quoi. Ok, donc comme on l'a vu, en tant qu'entrepreneur, vous serez amené donc à, d'une part, défendre vos idées, vos projets que vous avez, aussi bien auprès donc, de vos collaborateurs qu'auprès de partenaires extérieurs, donc pour recueillir leur adhésion. Vous serez aussi amené à mobiliser vos équipes derrière les projets que vous avez pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour y aller. Et pour réussir cela, en fait, les deux choses qui vont avoir l'esprit, c'est un, bien se connaître soi-même, donc ses faiblesses, comment est-ce qu'on fonctionne, et puis en fonction de ça, donc bâtir un discours qui soit cohérent avec soi, qui soit consistant avec ça, en essayant d'être le plus soi-même. Parce qu'en réalité, si vous essayez de ressembler à un autre manager qui n'est pas vous, vous allez perdre beaucoup d'énergie, et puis il va y avoir des moments où, lorsque vous ne pouvez pas suivre le niveau que vous devez donner, ça va entraîner donc des dissensions avec les gens. Donc vraiment être conscient de ça, être conscient du fait que les gens autour de vous, ils sont comme ils sont en raison de leur histoire. Donc les gens ont un comportement plutôt dominant parent parce qu'ils ont un parent qui a été très influent dans leur vie, donc plutôt parent nourricier, plutôt parent critique, adulte ou encore enfant, comme on l'a vu, enfant soumis, enfant spontané et consort. Et être conscient que, bien vrai que chacun de ces types-là, il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs sur lesquels vous êtes capable de vous appuyer. Quand vous avez quelqu'un qui a un comportement d'enfant spontané, en termes de créativité, il peut vous faire évoluer dans votre activité. L'adulte, c'est vraiment lui qui va vous aider à mettre en place des process dans votre structure. Le critique, c'est lui qui va permettre de bien définir des normes et les faire respecter pour avancer, quoi. Donc, chacun de ces types-là, en fait, va avoir une influence derrière sur le style même de management que naturellement vous allez avoir. Comment établir une bonne stratégie marketing? Les profils capables d'apporter de la valeur en ce qui concerne le choix de nos collaborateurs sont les points en partie abordés par notre expert en marketing. Il faut croire qu'être bien entouré est une des clés de la réussite d'une entreprise. Une chose est certaine, à en croire notre expert, pour recruter un bon employé, il faut avoir de petites notions en psychologie et être fin stratège. Ils vont être amenés à évoluer dans un environnement, donc avec des collaborateurs, avec des partenaires, avec des fournisseurs et consorts. Et il est important en fait dans cet environnement pour eux de pouvoir donc bien se positionner. Donc ça demande de mieux se connaître soi-même, d'avoir des clés aussi pour connaître les autres et puis pour avoir ensuite des dialogues, on va dire, assez constructifs avec ces derniers-là. Donc c'était important pour qu'ils aient ces notions-là pour les aider donc, à mieux défendre leurs idées et à mieux évoluer dans les environnements dans lesquels ils vont évoluer, quoi. Bonjour tout le monde, je suis Madame Komwe Traoré Fatou, consultante en marketing de l'agence Influence. La formation de ce soir va porter sur le plan marketing et la communication. Nous allons essayer d'aller revisiter
tous les aspects pratiquement du marketing et de sa stratégie qui pourront éventuellement vous aider dans la constitution de votre business plan et qui pourront vous aider dans votre vie future lorsque vous allez vouloir développer des produits, créer de nouveaux produits, chercher de nouvelles parts de marché. Okay? Pour certains, j'ai pu déceler beaucoup de volonté, beaucoup de combativité. Certains sont des gagnants. Et on sent qu'ils vont aller très loin. Le premier point de la stratégie marketing, c'est l'analyse marketing. D'accord? Et dans l'analyse marketing ou l'analyse du marché et de la concurrence, il y a plusieurs types d'informations que vous allez recueillir. Il y a les informations SWOT. SWOT, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. On va y revenir tout à l'heure. Il y a une analyse de l'environnement global de l'entreprise qu'on définit comme l'analyse PESTEL. On vous a fait des petits schémas que vous allez voir tout à l'heure, très simples, qui vous permettront d'adapter à vos différents cas. Et ensuite, cette analyse permettra d'avoir une bonne connaissance de votre cible que vous allez chercher à atteindre. OK? Les formations de ce jour m'ont permis encore une fois d'apprendre encore plus sur moi-même et sur mon business. Parce qu'on a eu du développement personnel, on a eu aussi des cours sur le marketing. Le plan marketing est un document vivant, il doit vivre. Vous ne devez pas le mettre sur un papier et il reste comme ça, non. Vous devez l'adapter par rapport aux changements sur le marché, par rapport aux événements, par rapport à où vous êtes actuellement. Vous devez en permanence le mettre à jour et l'adapter à la situation. Voici une approche simplifiée du marketing que vient de dispenser Madame Komwe, notre consultante de l'agence marketing. À la suite de toutes ces séances, on a vraiment appris et je pense que j'ai juste le temps cette nuit-là pour juste travailler sur tout ce qu'il y a et demain, ça va être une bonne réponse face aux membres du jury. Pour la prochaine étape de l'aventure, les pensionnaires de la Villa Mansa doivent écrire leur business plan intégrant une stratégie marketing et communication qu'ils vont présenter au jury. Et qui dit jury dit élimination. Je ne vous dis pas la pression. Seigneur, accompagne tes enfants. Amen. Nous sommes le seul spécialiste de distribution multimarque de chaussures et maillots de basketball et football en Côte d'Ivoire. Le seul spécialiste en Côte d'Ivoire dans le revêtement d'aires de jeu à partir de pneus recyclés. Et seul producteur de maillots en Côte d'Ivoire spécialisé dans l'impression au laser. C'est une technique d'impression qui est qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire malheureusement. Il n'y a pas le matériel que nous faisons faire en Chine. Pour notre volet e-commerce, nous avons établi déjà en Côte d'Ivoire un réseau de boutiques, de petites boutiques. Le mode de paiement ici, c'est le paiement après la livraison. Pour le volet de construction d'aires de jeu, nous utilisons une poudre en granulé de pneus usés. C'est-à-dire, nous estimons que nous sommes aussi écologiques. Et donc, les pneus usagés, nous utilisons des machines, un process afin d'en retirer la gomme. Donc c'est cette gomme-là qui sera utilisée avec un polymère liant que nous intégrons à l'intérieur pour pouvoir faire le revêtement d'aires de jeu. C'est aussi très bon pour l'environnement. Alors la structure financière à proprement dit, ce sont nos actifs immobilisés. Alors le site e-commerce que nous avons développé, qui a cette valeur de 3 millions de francs, la charte graphique et nos logos, nos pages internet à hauteur de 4 millions, enfin nos pages internet avec le volume publicitaire qui a été injecté. C'est tout cela que nous avons condensé. Les actifs immobilisés corporels, ordinateurs mobiliers, des box internet et un stock de produits que nous avons déjà eu à confectionner. Les actifs succulents, il y a des créances clients, des clients qui nous doivent. Et dans notre passif, nous avons des capitaux propres en 8 230 000 francs, des dettes fournisseurs, dettes clients et la dette du transitaire que nous, pour les produits que nous devons apporter. Alors nous parlerons maintenant du plan de trésorerie, mais avant, nous avons eu à effectuer un test. Ce que vous voyez là, il s'agit d'un de nos produits phares. Nous voulons être le numéro 1 aussi de la distribution de Jordan. Donc ce produit-là est arrivé avec ce que j'appelle des conditions optimales. Tous les indicateurs étaient réunis et qui nous ont permis de performer comme nous avons fait. Et donc, cette projection-là nous a permis nous permet déjà... Vous êtes sportif?
Allez, on vous suit. Cette Ne vous laissez projection surtout nous pas permet distraire déjà de par nos définir membres du jury. quels seront nos ventes pour les mois d'août, septembre et les prochains mois. Vous dites que les granulés, vous importez les granulés. Oui. Comment est-ce que c'est écologique si on ne transforme pas les pneus usagés qui sont déjà sur place en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que... On aimerait avoir la possibilité de pouvoir transformer en Côte d'Ivoire ici, mais nous n'avons pas encore les fonds pour pouvoir acheter les machines qui entrent dans le processus de fabrication. Nous avons budgétisé et la machine, l'unité de fabrication fait 330 000 $ pour pouvoir faire transformer ces pneus-là. Donc c'est un coût que nous n'avons pas pour l'instant, raison pour laquelle nous importons. Alors, deux choses. La première, il y a une nette évolution par rapport à votre première présentation, ce qui est positif, parce qu'il y a un effort de documentation, de structuration, et on a des idées plus ou moins claires. Mais la deuxième chose qui est la plus importante, c'est que, après votre exposé, j'avoue que je sors un tout petit peu confus sur votre stratégie, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous nous dites que vous voulez être le premier distributeur de produits de basketball en Afrique. Et football. Non, non, non. C'est pas ce que vous avez mis dans la coche. Repartez dans votre présentation, c'est pas ce que vous avez mis. Vous avez dit basketball. Sauf que, effectivement, après vous parlez de football, ensuite vous parlez de terrain, okay. Exactement. Ensuite vous parlez de chaussures. Donc on est un peu perdu dans votre positionnement. D'accord. Alors, soit vous voulez être un équipementier, à ce moment-là, il faut le préciser, il faut dire ce que vous voulez être, mais le manque de clarté dans le positionnement peut, à mon avis, vous être préjudiciable dans la façon dont vous structurez votre projet. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que c'est bien de montrer des éléments de différenciation, parce qu'il n'y a pas de stratégie sans différenciation. Mais si on n'arrive pas à quantifier justement ces éléments de différenciation, c'est comme s'ils n'existaient pas, ce que vous ne faites pas. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir réfléchir. Il manquait quelques éléments de langage, mais néanmoins, en ce qui concerne la prise de parole, il y avait une grande amélioration. Il y avait un contenu et il était beaucoup plus à l'aise avec son contenu et avec sa présentation. Dias souhaite en fait arriver à l'industrialisation de nos jouets africains. Nous souhaiterons arriver jusqu'à la création d'une chaîne de dessins animés avec la petite Noumina qui sillonne l'environnement africain. On a fait l'étude du marché, on a testé le produit sur le marché, on a acheté le matériel nécessaire qui puisse nous permettre de fabriquer, confectionner. On a aménagé un petit local à la maison et le produit est sur le marché, il se comporte très bien. Du coup, l'environnement économique est très favorable. On a aussi l'évolution de la technologie qui fait... Facilement à 13 minutes. Parce qu'il nous a fait signe pour 10 minutes. Moi, je le vois même pas. Oui, on va arrêter. Il reste 2 minutes. Comment? 2 minutes. On a l'environnement économique qui est très favorable. On va aller très vite. Nos fournisseurs, c'est les fournisseurs de paille, de la ouate et tout ce qui va avec. On a aussi visité nos concurrents qui sont les peluches normales sur le terrain, qui n'ont pas de créativité, mais qui arrivent à produire à grande échelle. C'est à ce niveau-là que nous voulons arriver. Alors, notre stratégie, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que nous avons un produit qui est original, qui est traditionnel, qui est culturel, qui se comporte très bien sur le marché. Et, mais aussi une opportunité qui s'offre à nous, c'est qu'on a la possibilité de développer notre marché au niveau local, mais aussi au niveau international. Notre faiblesse, c'est que nous n'avons pas le financement, nous n'arrivons pas à produire de façon industrielle. Vous n'allez pas avoir le temps d'aller plus loin que ça. Ce sont les enfants, votre cible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis une mère. J'ai une petite fille de 2 ans et j'ai envie de lui donner beaucoup d'amour et d'affection, mais aussi aussi l'éducation culturelle, l'éducation que nos parents nous ont laissée, nos ancêtres. L'Afrique est un berceau de l'humanité et elle a une histoire à raconter. D'accord. En fait, je vais vous aider dans la question. Quelle est réellement la valeur ajoutée de votre produit pour ces enfants? La valeur ajoutée de nos produits, c'est que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un produit qui est traditionnel. C'est un produit qui raconte une histoire, qui a un message. Et le parent, en offrant ce produit à l'enfant, essaie de lui inculquer
nos valeurs, nos traditions. Merci. Donc, quand vous parlez de copie, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que finalement, tout le monde le fait, beaucoup de gens le font, mais le font, chacun le fait. Quelle est votre particularité par rapport à quelqu'un qui fait le nounours en pain? Parce que vous avez parlé des copies, etc. Alors, la particularité de mes nounours, c'est que, bon, c'est un nounours en pain comme ce qui existe sur le marché, mais le processus de fabrication n'est peut-être pas pareil. Mes finitions sont meilleures. L'étude par rapport à la sécurité est aussi au sein du processus de fabrication. Donc on fait une attention particulière à tout ce processus-là jusqu'au produit final. C'est censé être une présentation de business plan, n'est-ce pas? Okay. Je suis désolé, mais un business plan sans chiffres, je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'ai les chiffres. D'accord? Donc là aussi, il faut peut-être faire un peu mieux si vous êtes encore dans la course, mais on ne va pas se contenter ni de discours, ni d'un certain niveau de verbiage qui n'apporte pas grand-chose à la substance de votre projet. D'accord. D'accord? Quel est votre chiffre d'affaires que vous prévisionnel? D'accord, je peux vous le... À un an, non, dites-le moi, vous devez le connaître. Vous avez une idée de ce que vous voulez atteindre? Bien sûr. On a en moyenne, pour un investissement de 8 millions, on a en moyenne un chiffre d'affaires de 24 millions. Et la marge dedans, c'est quoi? La marge, autour de 14 millions. Vous avez une marge de 14 millions sur 24 millions. Vous n'avez pas d'équipe? Si, j'ai une équipe, mais les coûts de l'équipe sont compris dans l'unité de fabrication. Merci. LL Food. Je tiens à préciser que ni la voix que je suis, ni les membres du jury n'ont encore eu le privilège de goûter à leur fameuse pizza à loco. La stratégie de l'entreprise, ça se passe avec notre plan marketing. Au niveau de la politique de prix, LL Food veut jouer vraiment sur les prix, proposer des prix vraiment flexibles, accessibles à tout le monde. Alors, notre tarte à loco se situe entre 3 000 et 6 000 francs pour les grandes tartes. Mais également, nous proposons aussi des box à loco. Par exemple, cette box à loco là, la loco, plus 2 œufs, une boisson, cette box a seulement 1 000 francs, qui permet aujourd'hui à l'Ivoirien, quand il sort de chez lui, il peut rapidement prendre une box, en emporter, en surplace et en livraison. Comment est-ce que nous allons communiquer pour atteindre notre cible? Alors, pour ce faire, le projet qui a été lancé depuis 2 ans n'est pas mal connu du public. Pour ce faire, nous allons procéder à une communication en amont, avec la mise en place des affiches publicitaires un peu partout dans les rues d'Abidjan, comme ceci. Ouverture bientôt de votre premier fast-food africain, made in Côte d'Ivoire. Il y a encore 5 minutes, je crois. Okay. Vous avez fini? Non, pas encore. Okay. Maintenant, nous sollicitons un prêt pour financer l'ouverture de notre premier restaurant, histoire de vraiment s'imposer sur le marché avec le premier restaurant qui va donner naissance à d'autres restaurants aussi chaque 6 mois. Mais où est le business plan? Voici un peu le business plan présenté en quelque Non, mais vous n'avez pas donné de données financières. On n'a aucune visibilité sur les finances. Vous avez parlé de politique, de stratégie, de marketing, mais vous n'avez pas du tout parlé de... On n'a pas aucune visibilité sur votre business plan. Oui, je vous montre Si vous pouvez nous donner des éléments, parce qu'on ne peut pas lire. Moi, je ne peux pas lire d'ici. Peut-être que vous voyez. Bon, d'accord. D'abord, moi, je ne peux pas lire. Ce n'est pas possible. Pour nos prévisionnels, nous comptons atteindre les 100 ventes par jour au niveau des... Vous ne l'avez pas fait, en fait. Oui, je voulais le présenter maintenant. Mais vous ne l'avez pas fait. Si, j'ai fait le prévisionnel. Non, si Quelle est votre vision? Vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Notre vision financière est d'arriver à atteindre un chiffre d'affaires prévisionnel par année de 100 800 000 francs. 100 800 000. D'où viennent les 800 000? C'est 100 800 000. Les 800 000, en fait, on compte vendre par jour au moins 100 tartes à loco en emporté. Comment vous allez vendre ces 100 tartes? Nous allons les vendre d'abord. Vous allez vous assurer de tout ça. Vous n'avez pas de chiffres, vous n'avez pas de base de données. Vous utilisez quelle clientèle, à part faire le test dans les écoles. Comment vous faites? Quelle est votre stratégie commerciale pour pouvoir atteindre ce chiffre? D'accord, comme je l'ai dit, nous sommes établis depuis 2 ans. Ça, on a entendu. Depuis 2 ans, nous faisons 20 ventes par jour en termes de livraison. Excusez-moi, vous dites depuis 2 ans, vous faites 20 ventes par jour. Il n'y a pas d'évolution dans les ventes depuis 2 ans?
Non, pas d'évolution pour le moment. Nous sommes cloisonnés à 20 ventes. Donc vous êtes toujours à 20 ventes pendant 2 ans et vous voulez un financement de 50 millions. Pendant 2 ans, vous n'avez pas évolué. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Je veux un financement de 20 millions pour ouvrir le premier restaurant. Je vous demande. Donc si en 2 ans, vous avez 20 ventes et vous restez, donc 24 mois, vous avez 20 ventes. Vous n'évoluez pas. Donc on va vous faire un financement de 50 millions. Vous avez l'intention de rester sur les 50 millions. Vous n'allez pas pouvoir évoluer. Qu'est-ce qui vous manque pour évoluer? Qu'est-ce que nous... Manque pour augmenter votre... Ce qui nous manque, c'est une flotte de motos. Étant donné que nous ne faisons uniquement que des livraisons et nous n'avons pas de service en emporté, en sur place. Non, mais ce que je ne comprends pas, vous dites des choses contradictoires. C'est vous que vous nous avez dit que vous avez signé un partenariat avec une société de livraison. Donc si vous avez signé un partenariat avec une société de livraison, vous n'avez plus besoin de flotte de motos à partir du moment où ils assurent la livraison. Donc il y a une contradiction dans ce que vous venez de dire. En fait, Jumia, notre partenaire clé, assure la livraison dans un rayon de 6 km du restaurant. Nous faisons la livraison un peu partout à Abidjan. J'ai même compris que c'était plus tard qu'ils allaient signer le... Non, il m'a dit qu'ils ont déjà signé. Ils ont déjà signé un partenaire. Le nouveau entrant, nous ne l'avons pas encore signé puisque nous sommes en négociation sur la commission. L'ancien partenaire qui a été installé, nous travaillons avec lui déjà. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas nous dire que vous avez besoin de flotte de moto, que vous n'avez pas évolué pendant 24 mois, de 20 ventes à un autre chiffre. Vous ne pouvez même pas nous présenter vos chiffres. Quelles sont vos prévisions? Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous allez vous développer? Non, on ne l'a pas. Quelle est la demande? La demande, on dirait qu'il n'y a pas le marché, on n'a pas de... Il n'y a pas de demande? Il n'y a pas de... Quelle serait la vraie demande? Vous dites que vous fournissez 20 tartes. Pour arriver à 100, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce 100? Comment est-ce que vous avez analysé cette demande? D'où elle vient? Alors, les 20 tartes sont d'abord les livraisons que nous effectuons par jour. Nous comptons arriver à 100 tartes par jour. Tout ça, on a compris. Mais comment est-ce que vous passez de 20 à 100? Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous fait passer de 20 à 100? Est-ce que les 20, vous avez plus de demandes que ça? Je veux comprendre, en fait. On veut comprendre. Oui, effectivement, nous avons plus de demandes que ça. Nous avons entrepris la construction. Plus combien? Vous pouvez donner des chiffres? Vous pouvez nous avons plus de demandes. C'est-à-dire? Nous avons atteint la 2e année où nous avons construit notre street food qui a été démoli. Nous avons atteint la barre des 50 commandes. Ça, c'est quand nous étions à domicile que nous faisons 20 ventes. Quand nous avons construit notre street food qui était à Hongrie, qui a été démoli, nous avons atteint la barre des 50 commandes en livraison. On n'offrait pas de service en emporté et sur place. On y faisait uniquement des livraisons. Le projet tel qu'il nous avait été présenté paraissait a priori être un beau projet. Okay. Votre business plan n'est pas assez élaboré. S'il existe. Il n'est pas chiffré. L'analyse d'environnement, on ne sait pas comment vous avez évalué le marché. On ne sait pas comment vous allez monter de 20 à 100. Je dirais, donc le plan de migration entre le stade où vous êtes aujourd'hui et l'objectif que vous voulez atteindre. Et tout cela ne semble pas non plus très coordonné dans la façon dont vous allez utiliser les différents leviers qui vont être nécessaires, notamment, je dirais, dans votre politique de communication et même des livraisons. Je vous fais remarquer d'ailleurs que lorsque vous avez parlé des canaux de communication, vous avez parlé d'affiches. Et 2 minutes après, vous nous dites que votre clientèle, elle est plus sur les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu contradictoire. Allez, que nous réserve notre jeune entrepreneur Choco de Géodata? Alors, comme sommet, nous avons une présentation du projet, la stratégie marketing. En 2, la présentation de l'équipe et de la structure, les prévisions financières. Eh oh, le jury est par ici. Le Géodata est de mettre en place... C'est à nous qu'il faut faire face. Hein. C'est ce que j'allais dire. Le projet de Géodata est de mettre en place une chaîne de conception de drones made in Côte d'Ivoire. Alors pour atteindre cet objectif-là, on a subdivisé ce projet à long terme en 4 petits projets. La société a été constituée en mai 2020, fin mai 2020, donc on aura bientôt 1 an. Donc on a fait un plan de trésorerie sur l'année 2020 qui s'est écoulée. Ensuite, on a essayé de faire une projection sur l'année 2021 et l'année 2022 et les bénéfices qu'on pouvait avoir avec ces 4 prestations de services qu'on va mettre effectivement sur pied, c'est-à-dire la vente de matériel, les services après-vente, les prestations de services et puis les formations. Donc,
Ce sont ces chiffres-là qui montrent un peu comment est-ce que nous allons transformer cet argent qui va rentrer en bénéfice et puis comment est-ce que sur le long terme on prévoit maximiser notre production et notre bénéfice. La présentation est bonne. Je pense qu'il y a quelque chose de relativement bien articulé. On a une idée relativement claire des objectifs à long terme et on a une espèce de sentier bien défini de la façon dont on veut y arriver. On a quelques chiffres, donc il y a au moins un début de business plan et surtout avec un plan de trésorerie prévisionnel qui montre bien qu'il y a une préoccupation de maintenir la liquidité sur le projet. 2 ou 3 éléments peut-être sur lesquels vous pouvez faire quelques améliorations. J'aurais aimé voir que vous clarifiez la répartition de revenus par type de service, les 4 services que vous avez émis. Ce qui serait bien, c'est de dire, voilà, en année 1, on va faire tel service, en année 2, on va faire tel service, et en année 3, voilà la répartition, tel service, le service 1 qui est la vente, serait X%. Donc ce serait bien de clarifier. Une fois que vous aurez des cibles claires, ce sera beaucoup plus clair pour vous de savoir à qui vous adressez quel service. Vous avez parlé de formation, je n'ai pas réussi à comprendre la durée de la formation, à qui vous faites la formation, c'est un peu flou aussi. Donc peut-être clarifier ça et de voir, et dans chaque service que vous allez offrir, voir un petit peu plus dans le détail le type de revenu que vous allez avoir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Je suis Laurent Loba, fondateur de 14 Musique, qui est une application de musique qui vous permettra d'écouter toute la musique ivoirienne et africaine. Nous avons fait une étude de marché qui nous donne 4 900 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, selon le site Data Reportal. Notre modèle économique est basé sur les abonnements payés par les utilisateurs, d'une part, et par les artistes, d'autre part, pour pouvoir ajouter la musique sur notre plateforme. Parmi les 4 900 000 utilisateurs, nous avons essayé de capter 10% de cette communauté-là qui donnera 600 000 utilisateurs. Notre chiffre d'affaires de cette année... Le grand Loba de 14 Musiques. Respirez, la voix est avec vous. Selon nos prévisions, notre chiffre d'affaires de cette année est estimé à 50 millions de francs CFA, dont les abonnements mensuels premium donneront 42 millions de francs CFA et les artistes 8 millions de francs CFA à défaut de 8000 chansons ajoutées sur la plateforme. Le Corona a démontré que si il n'y avait pas l'industrie musicale du streaming aux États-Unis ou en France, ces industries-là allaient fermer. Et c'est ce même concept que nous voulons envoyer en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider les artistes et aussi les artistes africains de pouvoir vivre de leur art. Le produit qu'on vend, c'est une application et un site, une application de streaming musical et un site de gestion pour les artistes. Le prix d'un abonnement 14 Musiques est de 1000 francs CFA par mois. La mise en ligne des artistes est estimée à 999 francs CFA pour un single, un album, 9 999 francs CFA pour la distribution, afin que nos clients et les utilisateurs puissent accéder à notre produit. Nous utilisons une application, un site internet, et pour la promotion, nous utilisons l'internet, les réseaux sociaux, la radio et la télé. Vous avez 3 minutes pour atterrir, s'il vous plaît. L'équipe de 14 Musiques est composée de moi, Laurent Loba, fondateur et CEO, Lionel Ba, développeur, Johnny Jonathan, manager de Kif Nobit et aussi notre business manager et Didi B qui est notre égérie. Nous avons besoin de 35 millions de francs CFA pour pouvoir mener à bien notre projet. Quelle est votre estimation justement de la croissance de ce marché? Et quand vous dites qu'il est porteur, ça veut dire quoi exactement? Lorsqu'on dit que ce marché est porteur, nous avons pris une analyse en fonction des caractéristiques qui se passent dans les autres pays, c'est-à-dire l'Occident et les États-Unis. S'il n'y avait pas la musique,
le streaming dans ces pays-là, le secteur musical allait s'éteindre. Il y a beaucoup de confusion dans la façon de nommer les choses. Le marché potentiel est de 4 600 000, 900 000. 4 900 000. C'est un marché potentiel qui représente les utilisateurs de quoi? Côte d'Ivoire. De quels utilisateurs? D'où vient ce chiffre? Data, vous avez mis source Data Report, c'est quoi le chiffre? Il correspond à quoi exactement? Parce que ce n'est pas le nombre d'abonnés mobiles, puisqu'il y a plus d'abonnés mobiles, le taux de pénétration est supérieur. À quoi correspond ce chiffre? Ce chiffre-là représente les abonnés en Côte d'Ivoire des utilisateurs connectés sur les réseaux sociaux. D'accord, les utilisateurs des réseaux sociaux. C'est une application qu'on télécharge. Oui. Donc où est le rapport entre une application qu'on télécharge et les réseaux sociaux, puisque même si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je peux télécharger l'application. Donc j'essaie de comprendre. Donc le marché est beaucoup plus grand que ça, puisqu'on a un taux de pénétration en Côte d'Ivoire qui est sinon supérieur ou égal à la population ivoirienne actuellement. Et au-delà, même si je ne suis pas très bon en mathématiques, mais 10% de 4,9 millions, ça ne fait pas 600 000. Oui, ça ne fait pas 600 000 déjà. On ne voit pas le lien entre... Déjà? Oui, j'avais oublié. Il y avait cette partie. Je savais que tu allais dire ça. Nous avons fait cette estimation-là, étant donné que nous avons de faibles revenus d'abord. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire une grosse campagne publicitaire. C'est pour cela que nous avons axé notre promotion sur les utilisateurs des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire dans un premier temps. C'est ce qui a donné les chiffres dont je vous ai parlé. C'est votre marché cible en fait? Oui. Non, c'est votre marché potentiel. Vous vous dites que l'innovation, c'est votre force. Vous ne parlez en aucune façon d'innovation. Mais deuxièmement, quel est le revenu sharing entre vous et les artistes? Les artistes. Vous dites que les artistes payent pour être sur la plateforme, mais on ne sait pas, une fois que les 1000 francs par mois, comment est-ce que les artistes sont rémunérés? Puisque l'objectif d'entrée de jeu, vous avez dit, c'est pour que les artistes gagnent de l'argent. Vous ne nous avez pas dit comment ils gagnent de l'argent. Bon, de toute évidence, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Voilà. Merci. Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas de planning, il n'y avait pas de structure, il n'y avait aucun impact. On a été assez déçus et on n'a pas tellement compris. Tout était cafouillé, tout était flou. Allez, un coup de mouchoir pour éponger tout ça et on atterrit dans la bioferme de Mr. Godlove où rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, il s'agit du projet La Bioferme. Et la bioferme est un système agroécologique et d'agriculture de conservation. Ce projet est un projet qui se réalise à Soubré, dans la région de la Nawa. Godlove Group est une société créée le 2 novembre 2018 de façon légale, sinon qui existe depuis 2017, quand je suis revenu au pays après 3 ans d'aventure infructueuse dans les pays maghrébiens. La bioferme est un système de production alimentaire dans lequel rien ne se perd, mais tout se transforme. Je pense que ça, c'est mon hymne national maintenant. Absolument. Donc là, je vais mieux vous présenter ce que nous faisons, mais plus en image, de sorte que vous puissiez mieux percevoir la clarté ou la valeur de nos activités. Donc en premier, nous avons l'élevage des reproducteurs sur notre ferme. Donc je tiens aussi à signifier que toutes ces images-là proviennent de notre ferme, donc ce sont des images réelles à notre production. Donc là, nous avons donc l'élevage de nos reproducteurs sur la ferme. Et ici, nous avons donc la collecte des œufs qui va se faire par la suite. Et derrière, nous avons notre salle machine qui va permettre d'incuber donc les œufs, de sorte que nous puissions obtenir directement les poussins d'un jour. Notre marché est segmenté de cette façon. Nous avons donc le marché de niche où nous retrouvons les boss, comme on le dit, et les grands hôtels et les restaurants. Ceux-là, ils nous payent au cash ou pour la plupart par banque souvent. Nous avons également le marché de masse qui lui renferme ou regroupe toute la classe ouvrière, à savoir les ménages à faible revenu et les maquis et restaurants. Ceux-là qui nous payent carrément au cash. En 3 ans d'existence, nous employons aujourd'hui 10 personnes qui sont à plein temps. Donc ici, nous avons une stratégie qui se veut identitaire
afin de pouvoir percer le marché. Parce que derrière, tous nos produits fermiers se vendent sous le label La Volaille de la Nawa, afin d'apporter une garantie identitaire aux clients. Demain, si nous ouvrons la bioferme à Boaké, ça va être donc la volaille du Béquet, de sorte à rassurer notre cible que nous produisons localement afin de pouvoir les satisfaire. Donc nous avons plus de 85 000 demandes par an. Donc nos chiffres de 2020, malgré la crise, nous avons pu faire 75% et 75 millions de chiffres d'affaires avec des charges d'exploitation qui sont à plus de 70% de ce chiffre d'affaires. Donc en 2021, nous comptons doubler et rehausser en 2022 de façon linéaire. Donc ici, nous avons besoin maintenant de 36 millions afin de pouvoir moderniser et réadapter nos fermes parce que nous avons en si peu de temps 10 terrains qui sont en notre propre nom et fini toutes les autres fermes qui sont en construction présentement. Bien avant que nous soyons une structure, nous sommes d'abord des vendeurs et nous sommes les meilleurs vendeurs dans la région. Je suis moi-même le livreur de notre structure afin de pouvoir me rapprocher et de maîtriser mieux la demande et le besoin. Voici donc présenté notre projet, la bioferme. Je vous remercie. On a le droit d'applaudir. Merci. Belle présentation. On a aimé, vraiment. Merci. Très belle présentation. C'est très bien structuré. Franchement, c'était une belle présentation. En tout cas, continuez. Merci. Bravo. Continuez, allez plus loin, creusez. La passion était là, l'impact sur la société, l'impact sur notre environnement, son désir de réussir. Mais il ne s'est pas attardé sur l'absence de financement. Il ne s'est pas attardé sur les obstacles qu'il rencontre. Il s'est dit, il faut que je fasse avancer mon projet. Au-delà de tout, il faut que mon projet existe, il faut qu'il vive. Et ça se sentait. Donc, notre plan marketing se présente comme suite. D'abord, au sommet, nous avons l'analyse marketing, l'analyse SWOT en grand 1, en petit 1, les forces, les faiblesses, les opportunités, les différentes menaces. Excusez-moi, vous avez 10 minutes. Hein. Si vous devez dire tout le détail, allons dans le vif du sujet. Ok, d'accord. Et au niveau des opportunités, nous nous rendons compte que le secteur du mobilier ivoirien est un secteur qui n'est pas beaucoup exploité. Nous n'avons pas beaucoup de concurrents entre griffes qui fait ce que nous faisons. Il existe des personnes qui sont productrices du mobilier africain, mais il y a peu de personnes qui établissent le contact entre les personnes qui prennent ce mobilier-là et les personnes qui en confectionnent. Je prends un exemple très simple. J'ai récemment été contacté par Excusez-moi, je dois vraiment vous arrêter. Vous avez à peine 7 minutes. Vous pouvez aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui, allez directement au but. C'est tout ce que vous racontez là. Allez à l'essentiel. D'accord. Donc, au niveau des opportunités, nous pouvons parler de cela. Au niveau des menaces, nous pouvons dire qu'il y a un manque d'accompagnement. Nous constatons un manque d'accompagnement de l'État vis-à-vis des acteurs du mobilier. Et ce manque-là fait que ces personnes manquent de visibilité et ont besoin d'une certaine visibilité pour pouvoir écouler leurs produits. Juste pour enrichir ce qu'il a dit, notre objectif déjà c'est de valoriser la culture africaine, de valoriser le savoir-faire de nos artisans, parce qu'ils sont dans l'ombre, ils ont du talent mais ils sont dans l'ombre. Et c'est aussi de faire la promotion de la culture de façon générale, en Côte d'Ivoire comme celle de l'Afrique. Okay. Je pense qu'il faut passer tout ça là. Voilà. Okay, d'accord. C'est trop long. Descends. Allez droit, il vous reste 5 minutes. Ok, d'accord. Ok, en termes de politique, voilà. En termes de politique, quelle politique nous avons mis en place? Bon, déjà, il faut dire que nous proposons des produits de qualité, possédant par qu'on appelle ça, une politique de prix psychologique, voilà, une politique de prix psychologique. Le regard de notre chère Linda, c'est moi où il y a de la tension dans l'air. De se procurer des meubles de qualité. Et on souhaite créer un site internet. Moi, je vous invite à aller directement au business. On sait comment ça marche sur un site Facebook, s'il vous plaît. Donnez les choses qui sont importantes pour vous. Vous êtes devant des investisseurs potentiels, des gens qui vont décider si vous allez avoir de l'argent ou pas. Utiliser Facebook pour vendre, c'est quelque chose qu'on sait faire. Vous avez des images depuis... Vous nous laissez avec du texte. Vous montez du texte comme si on était en train de lire de la littérature. Là.
Il vous reste 3 minutes. Ok, d'accord. Des salons, différents salons, faits à la main. Ok. Mural, hein. Ok, d'accord. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous proposons comme objet de décoration et meubles. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante, si on peut le dire, celle de la finance. Déjà, au niveau des caisses, nous enregistrons 3 600 000. Et au niveau des emprunts, nous souhaitons emprunter, n'est-ce pas, à la banque, nous souhaitons un emprunt de 12 millions, ce qui nous permettra d'abord de s'acheter des véhicules pour faire la livraison. Voilà, parce que c'est un problème que nous avons. Pour la création aussi d'un site internet sécurisé, et aussi pour la campagne de communication. Donc c'est pour ces 3 volets-là que nous avons besoin, n'est-ce pas, du financement. Celui de la logistique, celui de la création d'un site internet et celui de la publicité. Vous pourriez passer à côté d'une superbe opportunité simplement parce que vous présentez mal vos idées. Et surtout parce que vous ne vous focalisez pas sur les choses qui sont les plus importantes. Et là, en l'occurrence, si on ne vous avait pas ramené, on ne saurait même pas de quoi vous parler. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver quand vous êtes devant des investisseurs. Ou même devant un banquier. Vous parlez de culture africaine, mais comment est-ce que vous voulez qu'on sache de quelle culture africaine vous parlez si on ne sait même pas quelle est la nature des produits qui sont vendus? D'accord? Et en plus, la pire des choses qu'on puisse faire dans ce type de situation, c'est de venir avec un document Word. Franchement, je suis désolé. Là, vous avez vraiment raté quelque chose. Ça ne remet pas en cause la pertinence de votre projet, mais à l'avenir, corrigez ça rapidement, sinon, voilà. Vous avez fourniture de bureaux, donc vous allez fournir quel bureau si vous n'avez pas de bureau? En fait, pour le moment, création de site internet et serveur, 3,5 millions. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez investir combien dans le site internet, combien dans le serveur? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Là, on est en 2021. L'entretien du site, c'est l'année, c'est le mois, 350 000. Donc, vous voyez, vous avez perdu du temps ailleurs. Vous avez perdu du temps ailleurs. On ne sait même pas ce qui se passe. Entretien et réparation de quoi? Vous allez acheter immédiatement un véhicule. Quel type de véhicule? C'est pour faire quoi? C'est de la livraison? Vous n'allez pas faire un partenariat dans l'immédiat avant d'acheter un véhicule, vu que vous venez de commencer. Vous venez de commencer, vous achetez un véhicule immédiatement, vous n'avez même pas encore d'argent. Est-ce que ce n'est pas plus logique d'avoir un partenariat avec un livreur et progressivement vous grandissez, comme ça se fait naturellement, mais vous allez acquérir un véhicule. Ensuite, vous nous parlez de maintenance. Maintenance de quoi? Impôts et charges sociales CNPS, on ne sait même pas quel organigramme vous allez avoir. On ne sait même pas combien d'employés vous allez avoir. Rémunération du personnel. Quel personnel? On n'en sait rien. Bon, on a vu 4 meubles décoratifs qui ne sont pas plus différents qu'autre chose. Donc on ne sait pas techniquement quel est votre impact sur qui, sur quoi, comment ça se passe. Non, c'est vraiment dommage. La façon dont vous présentez, elle est juste dramatique. Être vraiment reconnaissant que nous n'avons pas été à la hauteur aujourd'hui parce que il y avait assez de stress. Parce qu'en fait, vous valorisez l'artisanat, mais l'artisan, il gagne quoi? J'ai trop faim pour être énervé. Non, l'artisan, en fait, là, l'artisan... On ne voit pas l'impact. On ne sait pas ce qu'il gagne. Il n'y a aucune analyse d'impact, on ne sait vraiment pas ce que vous faites. Moi, je suis triste parce que c'est un beau projet, voilà. qui est juste mal présenté. À la sortie de la présentation, nous étions carrément abattus parce que les jurys ont simplement dit la vérité sur notre projet, sur notre présentation, disons. Et il y avait beaucoup de zones d'ombre. Et avec ce qu'ils ont dit, on a compris qu'il faut s'améliorer. Ah les gars, vous avez quand même eu chaud, hein? C'est le moment de vérité. Un candidat va quitter la Villa Mansa. Qui d'entre les 7 candidats a présenté un business plan pertinent? Qui a été un bon élève? Qu'ont retenu nos entrepreneurs des masterclass? Les entreprises que je m'apprête à citer sont celles qui ont le privilège de continuer l'aventure. Z Sportif. Félicitations. Dias SARL. Bienvenue. Geodata. LL Food. C'était limite, hein? Bienvenue, mais... Tu sens, hein? God Love. Bravo. 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 Rien ne se perd. Tout se transforme. LL Food. Tu as eu chaud, hein? Meubles Africa,
continue l'aventure de justesse. C'est chaud, hein? Meuble l'Afrique, c'est pas toi? Oui, tu l'es. La musique s'arrête pour 14 musiques. Il n'a malheureusement pas su convaincre les membres du jury. Ça ressemble à du repêchage et je pense que vous devriez en tenir compte. D'accord? Si vous venez nous sortir quelque chose du même niveau et de la même qualité que ce qu'on a déjà eu, bye. Prenez les prochaines étapes vraiment très au sérieux. Pour vous financer, il faut que vous soyez vraiment différenciant. Il faut que vous ayez quelque chose d'unique. Il y a encore beaucoup de travail. Bon courage. Merci. Merci. Waouh, waouh, waouh. Il faut dire que à un moment, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus parce que on a senti un relâchement. Et sincèrement, ça a été pour nous une surprise, mais ça a été aussi un déclic. Pour nous dire que votre projet, il a encore de l'espoir. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je n'étais pas habitué à parler en public. Et c'était une très belle expérience. Il n'a pas été très percutant, très clair. Il avait fait mieux à la première présentation, mais là, ce n'était pas du tout ça. En toute objectivité, il n'a pas retenu notre attention. On a préféré donner l'opportunité à ceux qui avaient mis plus d'efforts dans leur présentation. La semaine prochaine, d'autres épreuves attendent les entrepreneurs. Qui sera le jeune Mansa de cette aventure? Il n'en reste plus que 6 et j'ai hâte de le découvrir.